Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais consacrer cette dernière aux opérations avec options de change. Alors, sachez que les options ne sont pas exclusivement réservées aux devises. Elles peuvent être elles peuvent concerner bien sûr des actions, des obligations et divers produits financiers que nous appelons des sous-jacents. Je vous mettrai donc un lien de la première vidéo dans la description de la vidéo que je suis en train d'effectuer. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, les options ne concernent pas exclusivement les devises. Alors, si je dois apporter une définition, une option est un contrat financier qui confère à son détenteur le droit, mais là c'est très important, mais non l'obligation d'acheter, donc on parle d'option d'achat, en anglais on dit call, ou de vendre, option de vente, ou put en anglais, une quantité déterminée d'un actif sous-jacent. Alors un actif sous-jacent peut avoir plusieurs formes, ça peut être une action, un indice boursier, une obligation, une devise, etc. À un prix, on appelle ça un prix d'exercice, ou strike price en anglais, convenu à l'avance, avec un vendeur, bien sûr, à une date future fixe. Donc, si c'est une date future fixe, on appelle ça une option européenne, date d'exercice, ou on appelle ça date d'exercice, ou à n'importe quelle date avant la date d'échéance. Si c'est le cas, on appellera ça une option américaine. Alors, rien à voir avec le lieu, les États-Unis, bien sûr. En contrepartie, si je suis acheteur d'une option, cela va m'obliger à payer au vendeur une prime. Donc vous aurez compris qu'il y aura toujours un acheteur et un vendeur. En bref, du côté de l'acheteur, alors l'acheteur d'un call achète le droit d'acheter un sous-jacent, c'est-à-dire une action, une obligation ou une devise, à un prix convenu à l'avance, avec bien sûr un vendeur. L'acheteur d'un put achète le droit, là par contre pas d'acheter, mais de vendre un sous-jacent à un prix convenu à l'avance. Du côté du vendeur, la vente d'un call oblige le vendeur à livrer le sous-jacent si l'acheteur exerce son droit d'acheter. La vente d'un put oblige le vendeur d'acheter le sous-jacent si l'acheteur exerce son droit de vente. Alors, c'est un petit peu du charabia, j'en conviens. Donc, nous allons procéder par un exemple bien précis et ce sera beaucoup plus parlant. Donc, ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que l'acheteur, lui, va verser une prime à un vendeur et il a bien sûr un droit d'exercer ou pas son option. Par contre, le vendeur reçoit une prime, mais en contrepartie, il a une obligation, c'est-à-dire de livrer la devise ou l'action dans la mesure où l'acheteur a un prix convenu, dans la mesure où l'acheteur exerce son droit d'acheter ou de vendre un sous-jacent à un prix convenu avec le vendeur. Prenons un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Si je pars du principe qu'il y a deux personnes, Paul et la Société Générale. Paul est acheteur d'un call, la Société Générale est vendeuse. La banque est d'accord sur les termes du contrat avec Paul, qui sont les suivants. Le prix d'exercice est de 200 €. L'échéance dans 2 mois, par exemple, à savoir le 10 février 2021, et la prime payée par Paul est de 25 €. Si Paul a décidé d'acheter un call, c'est parce que Paul anticipe une hausse de l'action ZIP dans 2 mois. Dans le cas où l'action ZIP est en dessous du prix d'exercice, c'est-à-dire 200 € et à l'échéance bien sûr, il n'exercera pas son option, souhaitant acheter l'action à un prix inférieur au prix d'exercice. Je rappelle que Paul a acheté le droit d'acheter, donc une option call, mais non l'obligation. Cela dépendra du cours de l'action ZIP à l'échéance, c'est-à-dire au 10 février 2021, en versant une prime de 25 €. Je répète, il exercera son option call si et seulement si l'action ZIP est cotée au-dessus de 200 €. Cela lui permettra, dans le cas où l'action est au-dessus de 200 €, de l'acheter à 200 €. Mais concrétisons mes dires
à l'aide d'un graphique. Ici, j'ai un graphique. En abscisse, j'ai le prix de l'action. Là, j'ai mis le prix d'exercice qui est de 200 €. Et en ordonnée, j'ai mis 25 €. 25 € représentant la prime payée. Imaginons à présent que le cours de l'action à l'échéance, au 10 février, est de 225 €. Dans ce cas de figure, Paul a tout intérêt à exercer son option. C'est-à-dire qu'une action qui vaut 225 €, lui, s'il exerce son option call, il la paiera à la Société Générale 200 €. La Société Générale, s'étant engagée, n'aura pas d'autre possibilité que de lui procurer l'action ZIP à 200 € pour Paul. On peut aussi dire que finalement, au-delà d'un cours à 200 €, Paul, et 225, si ça grimpe, etc., Paul a une opportunité absolument géniale. Il fera un gain illimité. Tout dépendra du cours de l'action. À partir de là, Paul, en exerçant son option, ne pourra faire que du bénéfice. Alors, il atteindra un seuil de rentabilité, c'est-à-dire il absorbera les 25 € de prime payée que si ou seulement si le cours de l'action atteint 225 €. Au-delà, ce sera du bénéfice pour lui. Bien sûr, dans ce cas de figure, le vendeur, la Société Générale, peut ne pas limiter ses pertes. En effet, Société Générale, elle n'encaissera que 25 €. Mais si le cours de l'action grimpe au-delà de 225 €, la Société Générale peut voir ses pertes illimitées. Prenons un autre exemple. Si au 10 février 2021, l'action ZIP cote 230 €, donc au-delà du prix d'exercice de 200 €, Paul a tout intérêt à exercer son option call. À partir de là, même si l'action cote 230 €, la Société Générale s'est engagée à lui vendre l'action ZIP à 200 €. Paul donc générera un payoff de 30 €. Le payoff, c'est quoi? C'est le prix du cours de l'action, si bien sûr il est en sa faveur, déduction faite du prix d'exercice, et un gain de 5 €. Donc en effet, si je prends le prix payé par Paul, 25 € moins 30 € de payoff, Paul aura fait un gain de 5 € sur une action, bien sûr. Si bien sûr il avait fait cette opération sur 100 actions ZIP, eh bien il faut multiplier par 100. En résumé, si le prix du cours, à l'échéance bien sûr, est supérieur au prix d'exercice, là 200 €, l'option est exercée. Dans le cas contraire, l'option du call est totalement abandonnée. Prenons à présent le cas d'une option de vente ou opération d'un put. Donc toujours deux personnes, un acheteur qui est Paul et un vendeur. Ce vendeur est une banque, la Société Générale. Donc Paul est acheteur d'un put, c'est-à-dire que Paul aimerait vendre dans 2 mois, à échéance, au 10 février 2021, l'action ZIP, et l'accord entre la Société Générale et Paul est de 200 €, un prix de vente à 200 €. Paul est prêt à payer à la Société Générale une prime de 25 €. Pourquoi Paul a décidé d'acheter une option de vente, c'est-à-dire un put? Parce que Paul anticipe une baisse du cours d'action ZIP à échéance. Dans le cas où l'action ZIP est au-dessus de 200 € à l'échéance, il n'exercera pas son option de vente. En effet, il a tout intérêt à ce que le cours soit le plus élevé possible afin de vendre le plus cher possible. Par contre, dans le cas où le cours de l'action au 10 février est en dessous du prix d'exercice, c'est-à-dire 200 €, par exemple 90 €, il a tout intérêt à exercer son option de vente afin qu'il puisse vendre à 200 €. Là, à partir de là, si Paul exerce son option, la Société Générale n'aura pas d'autre possibilité que de les acheter à 200 €. Schématisons ces dires par un graphique. Toujours pareil, j'ai un prix d'exercice à 200 € et une prime payée à 25 €. Si à l'échéance, le prix de l'action est en dessous de 200 €, là j'ai pris 175 €, Paul a tout intérêt à exercer son option. À partir de là, on peut dire que en dessous de 200 €
Et si Paul exerce son option de vente, c'est tout bénéfice pour lui. Son seuil de rentabilité dans ce cas de figure est de 175 euros. En effet, si je prends 25 euros, la prime payée par Paul est 175 euros, j'ai bien 200 euros. Ce sera le seuil de rentabilité pour Paul. En dessous d'un cours, en dessous de 175 euros, le gain peut être illimité pour Paul. Si par exemple, au 10 février 2021, l'action ZIP cote 230 euros, Paul n'exercera pas son option put afin de vendre l'action ZIP à 230 euros. Lorsque je dis que Paul est acheteur d'un put, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que Paul est vendeur d'un sous-jacent. Là, dans mon exemple, c'est une action appelée ZIP. Il est donc tout à fait normal que je ne vais pas exercer une option si le cours de l'action est au plus haut, c'est-à-dire au-delà du prix d'exercice, qui est de 200 euros dans mon exemple. Plus le cours de l'action est élevé, c'est-à-dire en ma faveur, plus je ferai un gain. Par contre, si le cours de l'action est inférieur à mon prix d'exercice, quoi qu'il arrive en exerçant mon option, je la vendrai 200 euros. Donc, concomitamment, je l'achèterai au plus bas. La différence sera ma plus-value. En résumé, si le cours de l'action à l'échéance est supérieur au prix d'exercice, l'option est totalement abandonnée. Dans le cas contraire, l'option de vente du put est exercée. Je vous propose à présent un exemple d'une option sur une devise. Juste pour rappel, lorsque je procède à une exportation et que j'opte pour une option de change, je parlerai plutôt d'une option sur vente, c'est-à-dire un put. Par contre, si je procède à une importation, c'est un achat, je procéderai à une option de change sur achat, c'est-à-dire un call. L'exemple que je vous propose concerne une exportation. Donc, imaginons que le 20 novembre 2020, j'effectue une vente et une facturation en dollars pour 100 000 dollars. Le jour de cette vente et de cette facturation, 1 euro équivaut à 1,17 dollars. Craignant une baisse du dollar, je procède à un achat d'une option de vente, un put, à échéance à 2 mois. C'est-à-dire que j'encaisserai probablement cette facture le 3 février 2021. Le jour de la conclusion du contrat avec le banquier, 1 euro est égal à 1,15 dollars. Concomitamment, le banquier me demande de payer une prime, une assurance, qui équivaut à 0,053 euros pour 1 dollar. C'est-à-dire que pour 100 000 dollars, je devrais débourser 5 300 euros. Le 31 décembre 2020, pour ma clôture de compte, j'ai besoin de connaître le cours du dollar. Et là, je constate que pour 1 euro, le dollar est égal à 1,14 dollars. La prime que j'ai payée est cotée en bourse. Je dois aussi tenir compte de son cours. Et je constate que ma prime vaut 0,62 euros pour 1 dollar. Le 3 février 2021, je constate que le cours de l'USD est égal à, pour 1 euro, est égal à 1,25 dollars. Si à présent je fais un comparatif, si je lève l'option, j'aurai comme encaissement 86 956,52 euros. Je vous rappelle que le contrat stipulait que 1 euro est égal à 1,15 dollars. Et si par contre je n'opte pas pour mon option de vente, j'aurai encaissé un taux pour 1 euro est égal à 1,25 dollars. Donc je n'aurai encaissé que 80 000 euros. Partant de ce postulat, donc avec anticipation, je pense qu'il est souhaitable d'exercer l'option de vente du 3 décembre 2020. Au lieu d'encaisser 80 000 euros, j'encaisserai 86 956,52 euros. Alors, le résultat final, l'encaissement, sera donc de ce montant, à savoir 86 956 euros, déduction faite de la prime que j'ai payée, à savoir 5 300 euros. Donc, il me reste 81 656,52 euros. Même si je compare avec le cours du 3 février 2021, j'ai un gain total de 1656,52 euros.
Donc à la date du 3 février, la banque avec qui j'ai contracté l'option de vente devra me fournir 100 000 $ à 1,15 $. Si à présent je me penche sur ce qui a été comptabilisé du début à la fin, eh bien le 20 novembre 2020, je vais devoir comptabiliser ma facture au taux du jour, à savoir 1 € égale 1,17, ce qui représente 85 470,09 €. Donc je débite le compte 411 par le crédit du 707, compte de produits, vente de marchandises. Le 3 décembre, j'ai dû payer ma prime. Donc comment on comptabilise cette prime? Eh bien, je débite le compte 52 instrument de trésorerie à 512 banques, je le crédite pour 5 300 €. Juste pour cette prime, la prime n'étant pas une charge puisque cette dernière peut être revendue. Le montant de l'option de vente, à savoir 100 000 $ à un taux de 1,15 $, c'est-à-dire 86 956,52 €, est un engagement hors bilan. Donc à ce stade, la société ne sait pas si elle exercera ou pas son option. Donc je n'ai pas à comptabiliser cette écriture. Maintenant, nous sommes au 31 décembre, date de clôture, et je dois réajuster le compte client. En effet, au 31 décembre 2020, 1 € est égal à 1,14 $. Donc, j'ai 87 719,30 €, alors que j'avais comptabilisé ma facture pour 85 470,09 €. Donc j'ai une plus-value latente de 2249,21 €. Donc je dois débiter le compte 411 et créditer le compte 477, différence de conversion passif. Alors ce compte 477 devra être fiscalement réintégré dans ma détermination du résultat fiscal de 2020 et je vais devoir la déduire en 2021. Donc il y a un décalage dans le temps, c'est comme si je faisais une avance de trésorerie à l'État via l'impôt. J'ai aussi une autre écriture de régularisation, à savoir les instruments de trésorerie. En effet, mon instrument de trésorerie est à compter en bourse coûte à la clôture 0,062. Moi je l'ai payé 0,053. Donc il y a une plus-value latente. Donc là, je vais devoir débiter le compte 52 instrument de trésorerie par le crédit du 477,8 écart passif compensé. L'année d'après, de préférence à la date de paiement, enfin plutôt d'encaissement, c'est-à-dire le 3 février, je vais devoir extourner les deux écritures de régularisation, à savoir le réajustement du compte client pour 2249,21 € et le réajustement des instruments de trésorerie, à savoir la prime pour 900 €. Donc je vais devoir contrepasser, passer une écriture inverse de ce que j'avais fait au 31 décembre 2020. Et pour finaliser, le 3 février 2021, je vais devoir comptabiliser l'encaissement de ma créance de 100 000 $. Mais là, au taux du 3 décembre, à savoir dans la mesure où j'ai levé, où j'ai exercé mon option de vente, j'encaisserai ces 100 000 $ à un taux de 1,15. Et la banque s'est engagée, cette banque devra me fournir 100 000 $ à 1,15 $, ce qui représente 86 956,52 €. Donc je vais débiter le compte client, je vais créditer le compte, débiter le compte banque et je vais créditer le compte client pour 85 470,09 €. Ces 85 000 € représentent la comptabilisation de la facture du 20 novembre 2020. Alors par différence, je vais solder bien sûr le compte instrument de trésorerie, j'allais dire instrument de chirurgie, pour 5 300 € au crédit, et par différence, j'ai fait une perte de change de 3 813,57 €. Je vous rappelle qu'en exerçant mon option de vente, à 2 mois, eh bien, j'ai un petit peu limité les dégâts. Donc, j'ai un gain par différence de, je vous le rappelle, à peu près 1656 €. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous rappelle qu'il y a 2 vidéos qui ont été faites, celle-ci et une précédente. Je vous mettrai bien sûr le lien en description.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.